Rebonjour et bienvenue au webinaire de Faction A intitulé Migration vers Power BI, leçons apprises et pratiques inspirantes. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est André de Blois et pour les 50 prochaines minutes, je serai votre modérateur. Tout d'abord, j'aimerais vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera accessible à partir de demain si vous désirez le partager avec vos collègues. Vous aurez également accès à la copie de la présentation dès que le webinaire sera terminé. Nous vous enverrons un courriel avec les liens pour l'accès à l'enregistrement et à la présentation. J'aimerais vous rappeler que ce webinaire se veut interactif et qu'il est possible de poser des questions par clavardage. Le sujet d'aujourd'hui est une thématique récurrente dans les organisations qui veulent se moderniser. La migration ou le fait de moderniser ce système vers de nouvelles architectures est devenu une réalité du quotidien pour les organisations à l'affût de l'innovation et qui cherchent à mieux comprendre et mieux exploiter ces données. Grâce à l'objectif mentionné de ce webinaire, aujourd'hui, vous apprendrez les enjeux face à la transition vers une solution analytique qui repose sur les technologies de Microsoft. Vous apprendrez les leçons apprises par l'expérience, les caractéristiques de Power BI optimisant les fonctionnalités et les questions à se poser lors de la migration vers Azure. Le présentateur du webinaire d'aujourd'hui est nul autre que M. Philippe Torres. Philippe est associé et cofondateur de Faction A et de Inedge, société sœur de Faction A. Philippe compte plus de 30 années d'expérience spécialisée dans les solutions analytiques, notamment dans le domaine de l'assurance. Philippe est bien connu dans l'industrie et il est très connaissant des besoins analytiques et des enjeux de ce domaine. Conseiller stratégique, Philippe a collaboré à la définition et à l'exécution de plusieurs programmes en intelligence d'affaires et de mise en place de solutions analytiques pour des clients autant canadiens qu'américains. Philippe est au parfum des technologies qui supportent les solutions analytiques, incluant les plus modernes comme celles de Microsoft. Jetons un coup d'œil à l'agenda. Nous allons tout d'abord se présenter comme organisation, présentation de Faction A et Inedge. Philippe poursuivra avec une synthèse des besoins analytiques dans le domaine des assurances. Il poursuivra avec comment les besoins sont alignés avec Power BI et Azure. Quelles sont les décisions à prendre et quelles ont été les leçons apprises. On abordera la liste de nos prochains événements par la suite et on va tenir une période de questions. Pour la période de questions, nous allons répondre aux questions reçues durant le webinaire et si jamais nous manquons de temps, nous répondrons aux questions individuellement à la suite du webinaire. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes au fur et à mesure que la présentation progresse. On terminera avec un sondage express d'une seule question. Qui est Faction A? Faction A est une firme de services professionnels pouvant intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques. Que ce soit de la planification à la construction de tableaux de bord en passant par l'intégration de données. Faction A est spécialisée sur la plateforme d'analytique et de décisionnel de Microsoft et est reconnue comme partenaire officiel Microsoft Gold Data Analytics. Faction A possède l'expertise et le savoir-faire et est reconnue pour avoir des modèles d'engagement flexibles. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez jamais à nous contacter. Sur ce, je vais céder le plancher à Philippe, qui nous présente d'abord Inedge et par la suite, qu'il nous présente qui nous jette la lumière et qui nous éclaire et inspire sur les pratiques et leçons apprises lors de la migration vers Power BI. Philippe, à toi la parole. Merci André. Alors, je vais présenter mon écran. J'ai une petite seconde. Bon, alors, merci André. Juste un petit aperçu de Inedge. On est une société sœur de Faction A. Ça fait plus de 20 ans qu'on développe, on implante des solutions analytiques pour le domaine des assurances. On est spécialisé en intelligence d'affaires.
Nous, on a conçu il y a plusieurs années une application de visualisation analytique prédéfinie. Originalement, c'était sous une autre plateforme ou un ensemble de plateformes, mais il y a quelques années, on a pris la décision stratégique de migrer tout ça vers Power BI. Et aujourd'hui, c'est en tant que gestionnaire de produits que je vous parle. Donc, le contexte, c'était de migrer l'application. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, on va aborder les meilleures pratiques, les choix qui ont été faits pour la migration des applications. Puis, je vais aussi mettre l'accent sur les fonctionnalités de Power BI qui optimisent finalement ce qu'on a besoin d'avoir dans l'application. Ceci étant dit, ce sujet est assez large, donc on peut n'en faire qu'un survol aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs choses à considérer. Mais aujourd'hui, ça va vous donner au moins un aperçu du point de vue d'un gestionnaire de produits, comment est-ce qu'on migre une application de ce type-là vers Power BI. Alors, comme je disais, le contexte, c'est la solution qui était déployée auprès de petites et grandes compagnies d'assurance au Canada et aux États-Unis. Et on a décidé stratégiquement d'adopter la plateforme cloud Azure avec les composants de Microsoft. Le défi, évidemment, c'est la sélection et l'assemblage de ces composants-là pour créer une solution complète. Parce qu'il y a beaucoup de composants possibles et il y a beaucoup de combinaisons qui existent dans l'écosystème de Microsoft, qu'on parte de Power BI ou qu'on parte, je dirais, d'en bas, si on veut, de la pile de technologie, en passant par l'info nuagique. Il y a plusieurs combinaisons. Donc, la solution, c'est sûr qu'en bout de ligne, ce qu'on voit, c'est les tableaux de bord, puis la navigation, le user experience, l'expérience usagée. Ça, c'est important, mais il y a d'autres choses aussi qui sont sous-jacentes auxquelles il faut penser, puis qui ne paraissent pas nécessairement d'un point de vue d'un consommateur, d'un usager. Alors, notre application, elle est relativement classique dans le sens qu'on prend des données qui proviennent des systèmes de mission des compagnies d'assurance. On fait beaucoup de transformations dans les données parce que, bon, en assurance, peut-être même comme d'autres domaines, il y a beaucoup de données brutes. Mais il y a énormément de données dérivées, des ratios, des mesures, des indicateurs de performance clés, des choses comme ça. Puis finalement, nous, on livre à travers la plateforme Azure, on livre des tableaux de bord, des indicateurs de performance à plusieurs usagers dans toutes les disciplines ou les secteurs de l'entreprise, que ce soit la gestion de produits, la souscription, les sinistres, l'actuariat. Donc, d'un point de vue de migration, il y a des questions fondamentales qu'un gestionnaire de produits doit se poser. La première, c'est qui mes clients? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur persona? C'est quoi l'espèce de prototype du client typique, si on veut? Comment ils veulent consommer l'information? Il y a plusieurs façons de consommer de l'information. Comment est-ce qu'elle peut être mieux présentée? Puis ça va dépendre beaucoup de qu'est-ce qu'on veut faire dire à nos visualisations. Elle parle à qui? Elle parle à différentes catégories d'usagers. Donc, comment est-ce qu'elle peut être mieux présentée? Est-ce qu'un seul outil peut répondre à toutes ces exigences? C'est une bonne question. C'est une industrie qui a souvent, traditionnellement, dans plusieurs implantations, peut-être même chez vous, où est-ce qu'on a plusieurs morceaux qui viennent de plusieurs endroits différents. Donc, on est dans des approches meilleures de gamme versus une approche plus intégrée avec un seul fournisseur. Donc, il faut se poser cette question-là. L'entretien, ça devient important d'un point de vue de produit. Puis j'imagine aussi dans vos environnements, c'est important. Comment est-ce qu'on soutient la solution? Parce que c'est une solution analytique et donc le fini de l'usage n'est pas nécessairement déterminé d'avance. À un certain point, oui, mais après ça, les gens se mettent à faire du ad hoc puis créer leurs propres choses, leurs propres objets. Donc, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour entretenir tout ça? Il y a toujours un légué dans toutes les entreprises, dans toutes les implantations d'entreprises, et ils partent de où? Ils ont peut-être d'autres plateformes. Comment est-ce qu'on fait pour réintégrer tout ça? Les données se trouvent où? Bon, il y a plusieurs points. Puis est-ce que je peux contrôler tout ça? Moi, d'un point de vue d'un gestionnaire de produits, on a un certain contrôle qu'on veut apporter à tout ça. Alors, comment je peux contrôler tout ça? Donc, en fait,
faut comprendre 4 grands points. Il faut comprendre le consommateur. Je n'ai parlé un petit peu tantôt. C'est qui le consommateur? C'est quoi les paradigmes de consommation? Il faut comprendre les caractéristiques du produit. Comment est-ce que la plateforme répond aux exigences qui nous importent. Il faut aussi comprendre l'architecture du produit. C'est quoi l'architecture derrière les belles images? Là? Souvent, on voit des tableaux de bord, puis c'est intéressant, c'est dynamique, tout ça, mais c'est quoi l'architecture qui soutient tout ça? Puis c'est quoi les composants qui sont requis pour livrer, si on veut, une solution infonuagique multilocataire ou multitenant en anglais. Donc ça, c'est un autre point important. Puis finalement, je disais tantôt, le support et l'évolution du produit. Comment est-ce qu'on peut entretenir tout ça? Comment je peux entretenir ça pour soutenir l'évolution de mon utilisateur? Alors, les consommateurs, je vais parler un peu de ça, mais pas tant parce que dans le fond, ça se recoupe pas mal d'une industrie à l'autre. On a des exécutifs, que ce soit en assurance, en bancaire ou en services financiers, en fabrication, en manufacturing, ça se recoupe pas mal. Donc, on a des exécutifs, dans le cas des assurances, dans des opérations, les risques, les sinistres, la souscription qui veulent voir des indicateurs de performance globaux. Donc, souvent, ils opèrent sur plusieurs bannières, mais ils veulent voir ça globalement. Quels sont mes indicateurs de performance? On veut aussi avoir des interfaces utilisateurs qui sont basées sur les exceptions. Alors, quand tout va bien, c'est vert. Quand ça va mal, c'est rouge. Puis entre les deux, ben, c'est jaune. Souvent, c'est une industrie qui a travaillé traditionnellement beaucoup avec des rapports papier. Donc, c'est pas navigable, c'est pas forable. Donc, on veut essayer d'éliminer ça. J'ai parlé de consolidation entre les entités opérationnelles. On veut des rapports détaillés, mais généralement, c'est à un seul niveau. On passe du global au régional, par exemple. On ne descend pas jusqu'aux transactions, on ne descend pas jusqu'au détail des produits à ce niveau-là. Puis les capacités mobiles ne sont pas vraiment nécessaires. C'est ce qu'on appellerait en anglais un nice to have, mais ce n'est pas nécessairement requis du point de vue des exécutifs. Les opérateurs, par contre, ce sont des gens qui sont, je dirais, peut-être dans l'étage juste en dessous, si on veut. Ils ont de l'intérêt pour les indicateurs de performance de leur propre discipline. Du réel versus budget, c'est important. Capacité mobile, c'est important aussi parce qu'il y a des visites de terrain. Les gens vont voir leur réseau de distribution, par exemple, vont voir les gens qui travaillent dans leur réseau de distribution, puis veulent avoir des conversations basées sur de l'information précise. Ensuite de ça, on a des analystes. Les analystes, c'est souvent centralisé ou c'est distribué. Je fais exception de l'actuariat parce que dans le cadre d'une compagnie d'assurance, l'actuariat, c'est assez spécial. Ça se soucie pas nécessairement des impacts des indicateurs de performance, mais ils doivent expliquer les causes fondamentales des écarts. Donc, l'accès aux données sous-jacentes, l'utilisation de Excel. Excel, c'est utilisé partout, là, puis on fait beaucoup d'analytiques encore avec Excel. Donc, c'est important d'avoir une intégration. On peut aussi vouloir travailler dans d'autres paradigmes, autres que des bases de données strictement SQL. Donc, on va commencer à parler de bases de données NoSQL, puis de données qui sont semi-structurées, des choses de ce genre-là. Manipuler les sources de données, faire des rapports ad hoc, la publication de rapports, c'est important aussi. Puis les explorations détaillées sur de nombreuses dimensions, c'est extrêmement important. Finalement, on a, je dirais, une catégorie un petit peu à part, mais qui pourrait s'apparenter dans d'autres industries à ce qui se fait dans la science des données. Donc, l'actuariat, soit corporatif ou de tarification, bon, il se soucie des indicateurs de performance, mais il ne se soucie pas vraiment beaucoup de visualisation dans le sens que les chiffres qui sont importants, ce n'est pas vraiment leur représentation, tant et aussi longtemps que ça représente le message qu'on veut dire. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'emphase sur, je dirais, la beauté, mais c'est plus d'emphase sur le contenu. On a besoin de voir tout partout, partout. Des séries temporelles, c'est extrêmement important parce qu'on a certains produits avec des longs historiques, des produits d'assurance, par exemple, de dommages corporels dont les sinistres peuvent s'étendre sur 15 ans. Donc, c'est important d'avoir accès à ces données-là. On travaille selon d'autres paradigmes. Souvent, on travaille en SaaS dans ces environnements-là, dans des bases de données autres. Puis de plus en plus, on travaille en R, puis en Python, puis on va voir un peu ces choses-là un peu plus tard. On a besoin de faire aussi de la manipulation puis de l'ingénierie des données.
Donc, l'ingénierie des données, c'est un domaine de la science des données qui est concerné par la fabrication, l'accumulation, la fabrication des données comme telles. Donc, on se concerne de plus en plus avec ça parce que les données viennent un peu partout, surtout dans le monde des mégadonnées. On va voir ça un peu plus tard. Le ad hoc beaucoup, exploration détaillée, puis pas vraiment de capacité mobile. Donc, en gros, c'est un peu ça. Les fonctionnalités qu'on a besoin pour supporter tout ce beau monde-là, ben, c'est ces choses-là. Je ne passerai pas à travers tout ça, là, mais certainement, quand on regarde d'un point de vue, bon, visualisation, point de vue utilisation, c'est le genre de choses que je veux pouvoir faire. Même à la limite des visualisations personnalisées dans le milieu de la liste là, avec R, des intégrations de calcul complexes, des capacités de modélisation, ça aussi, ça devient de plus en plus important dans un monde dans lequel on se dirige de plus en plus vers l'opérationnalisation. Donc, on va mettre en opération des modèles d'apprentissage, par exemple. Donc, il faut être capable de modéliser ces choses-là. Alors, si on parle de Power BI strictement, je vais vous montrer quelques images là, pour en faire le tour rapidement. On parlait tantôt d'indicateurs de performance clés ou en bon français, des KPI, en bon anglais, des KPI, des Key Performance Indicators. Il y a plusieurs façons de les représenter. Bon, je vais dire d'emblée qu'il y a plusieurs écoles de pensée et quand on fait une migration, là, bon, on migre probablement d'un environnement qui est peut-être moins à l'affût des dernières tendances en termes de présentation d'informations. Donc, il y a différentes écoles de pensée là-dedans, mais bon, on peut chacun soutenir à celle qu'on désire. Mais une chose qui est importante, c'est de présenter les grosses informations en gros. Hein. Donc, c'est relativement facile dans Power BI de dire, bon, on a des indicateurs de performance, on peut les transformer rouge, vert, jaune, on peut les placer un peu où ce qu'on veut. Donc, ça peut être intégré dans les tableaux de bord, comme on le voit là, ou ça peut être en mode, en bon anglais, standalone, si on veut, parce qu'on a juste des indicateurs présentés dans un tableau, puis on peut les descendre avec notre souris. Là, on peut descendre dans ces indicateurs-là, puis quand on clique à l'intérieur, ben, on tombe immédiatement dans le rapport sous-jacent qui va parler de ces KPI-là. Des indicateurs de seuil, encore là, relativement faciles dans certaines visualisations, comme l'exemple qu'on voit maintenant, on voit ce qu'on appelle un indice de perte, ben, il est plus grand de 100%, on le met en rouge. C'est chose qu'on voit traditionnellement dans les visualisations, même à l'intérieur de Excel. On peut faire du filtrage, des combinaisons d'éléments de données, ce qui est particulièrement intéressant. Dans cet exemple-là, on voit, en anglais, on appelle ça un tree map, ce qui est en bas. Donc, c'est une arborescence, en fait, une hiérarchie dont chacune des tuiles correspondent, la grosseur des tuiles correspond dans ce cas-là à un volume d'affaires, donc dans ce cas-là des primes. Puis on voit que le plus gros, c'est les Chevrolet Cavalier. Puis quand on clique là-dessus, bien, immédiatement, les autres visualisations s'adaptent pour refléter le fait qu'on est concentré sur les Chevrolet Cavalier. Donc, c'est une forme de forage, de filtrage qui est très, très dynamique, qui est faite facilement dans Power BI. L'intégration de données externes, ça, c'est un sujet qui est de plus en plus à l'affût. Donc, non seulement on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre entreprise, donc avec des données qui sont souvent générées par des systèmes de mission. Dans le cas de l'assurance, des systèmes de souscription, des systèmes pour faire la gestion de la police d'assurance, des systèmes pour les réclamations ou les sinistres. Mais de plus en plus, on veut vouloir combiner ça avec des données externes. Alors ici, c'est un exemple où est-ce qu'on combine des données qui viennent du portail des données ouvertes de la ville de Montréal, où est-ce qu'on voit en rouge les zones de criminalité. Ça a été filtré là, à Annecy, Anjou, Baie-Durfé, etc. Puis les points noirs qu'on voit, la grosseur des points correspond, la localisation des points correspond à la géolocalisation des risques. Dans ce cas-là, c'est des risques véhiculaires, donc des automobiles. Puis la grosseur des points correspond à une certaine agrégation des primes dans cette région-là ou autour de ce point-là. Donc, plus le point est gros, plus on a de volume de primes. Donc, on peut voir, par exemple, qu'on est relativement peu exposé dans la région
de ANSIC, on a quand même un certain nombre de risques, mais dans une zone qui semble relativement risquée parce qu'elle est quand même assez rouge. Donc, le point que je veux faire, c'est qu'on peut combiner les données internes avec les données externes relativement facilement dans cet environnement-là, au point de consommation, même directement dans Power BI. Un autre exemple d'intégration de données, cette fois-ci, qui vient de la ville de San Francisco, parce qu'on a les appels 911. Ça correspond aussi à des risques qu'on a. Les points rouges correspondent à des risques résidentiels que cette compagnie-là d'assurance a dans la région de San Francisco. Même exemple. Les choses sont pas mal utiles au niveau des exécutifs, c'est des infobulles. C'est une forme de forage, ça, qui est assez intéressante parce que au lieu d'avoir des infobulles traditionnelles, ben, les infobulles sont des micro-tableaux de bord qui ont le même effet que si on avait foré, par exemple, dans la barre qu'on voit en bas à gauche, la barre commerciale. Si on fore dans cette direction-là, on va trouver les produits qui correspondent à la ligne d'affaires commerciale. Donc, on voit c'est difficile à lire un petit peu, là, mais on voit, par exemple, les genres de commerce qu'on a, le building co-ownership, radiology, speech therapist, puis on voit les primes sont associées à cette barre-là commerciale. Donc, c'est une forme de drill, une forme de forage qui est dynamique, qui est pas mal intéressante. Puis on peut fabriquer n'importe quel tableau de bord en dessous de ça, incluant un tableau de bord qui est cartographié. Donc, on voit ici un color plate qu'on appelle, là, une carte avec polygone, où est-ce qu'on voit simplement en plaçant notre souris par-dessus cette barre-là, en haut à droite, cette fois-ci, on voit la carte géographique qui correspond aux données sous-jacentes. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire, ça a tendance à comprimer, si on veut, l'espace, ou comprimer l'espace du nombre de tableaux de bord qu'on doit déployer parce qu'il y a une bonne concentration. Donc, quand on migre, souvent, on part d'environnements qui ont, nous, chez nous, on a des clients qui ont des environnements avec 1000 rapports puis 250 tableaux de bord. Une question qu'on doit se poser quand on migre, est-ce qu'on peut consolider, est-ce qu'on peut concentrer les tableaux de bord pour réduire le nombre de tableaux de bord qu'on a à supporter? Puis la réponse est clairement oui. Alors, les outils de Power BI nous permettent justement d'augmenter la concentration de l'information dans une plus petite quantité de tableaux de bord. Donc, ça, c'est une espèce de tendance qu'on voit dans l'industrie, où est-ce qu'on essaye de réduire, si on veut, l'espace pris par nos tableaux de bord. Ici, on montre une infobulle traditionnelle, ça se fait facilement. Une chose qui est importante aussi, c'est la migration ou l'exportation vers Excel. Alors, Excel, c'est un outil qui est utilisé partout. Donc, puis c'est évidemment un outil de Microsoft. Donc, une très belle intégration avec Excel bidirectionnellement. Donc, de Excel vers Power BI ou de Power BI vers Excel. Alors là, cet exemple-là montre un exemple parce que dans une visualisation, on peut exporter les données. Puis en exportant les données sous-jacentes complètes, parce qu'on a le choix d'exporter des données filtrées ou des données sous-jacentes complètes, bien ici, on a exploité les données sous-jacentes complètes, puis on voit ces données-là qu'on peut intégrer maintenant dans un onglet d'un chiffrier existant, où est-ce que dans les autres onglets, on aurait d'autres genres de choses. On aurait peut-être des pivot tables, des tables de pivot, on aurait peut-être des macros qui exécutent certaines choses, là, ou qui calculent certaines autres choses. Donc, l'intégration se fait quand même relativement facilement. Il faut être capable de créer des nouveaux tableaux de bord. Donc, si on active les champs, donc on peut simplement glisser des visualisations en haut à droite avec les champs qui sont aussi en haut à droite. On peut les glisser, puis on peut fabriquer des tableaux de bord relativement facilement. Celui-là, ça m'a pris exactement 2 minutes de faire ça. Donc, c'est relativement facile de créer des rapports, si on veut, là, qui sont plus ad hoc. On peut aussi programmer des mesures et des visualisations complexes. Donc, dans ce cas-là, on utilise un langage qui s'appelle le DAX, le Data Access Language, qui est un langage de manipulation des données à l'intérieur de Power BI. Puis on peut faire des choses quand même assez
sophistiqué. Une des choses qui est importante dans l'industrie de l'assurance, mais c'est aussi vrai dans le domaine financier, puis ça s'applique dans le fond dans n'importe quelle industrie, ce sont des analyses de cohorte qu'on appelle. Donc, on veut savoir dans une période donnée, ou à une période donnée, si on regarde, on veut savoir c'est quoi le développement, soit en volume ou en sinistre, ou ça peut être en vente aussi, ça peut être toutes sortes de combinaisons. Puis ça génère ce qu'on appelle des triangles de développement. Donc, c'est extrêmement important pour les actuaires. Il n'y a pas vraiment une visualisation directement dans Power BI en haut à droite là, qui nous permettent de faire ça, mais avec un peu de code, on peut facilement arriver, relativement facilement arriver à des analyses de ce type-là qui sont excessivement importantes pour les compagnies d'assurance, surtout pour les actuaires, pour voir comment un certain risque ou certaines catégories de risques se développent dans le temps. Est-ce qu'ils deviennent avec une plus haute incidence de sinistre ou une moins grande incidence de sinistre? Le déploiement mobile aussi, on a vu, c'est important. Puis là, je vous montre un exemple d'un déploiement sur un téléphone cellulaire. Donc, à gauche, on a ce que vous avez vu tantôt, là, un tableau de bord de performance de vente. Puis à droite, puis on prend les mêmes éléments, puis on fabrique simplement en glissant des éléments dans un tableau de bord mobile, puis en déployant ça sur une application qui roule sur les mobiles, c'est Power BI qui roule sur les mobiles, bien, on a accès à cette information-là. Avec seulement notre authentification, on a accès à nos données de façon mobile. C'est super important, ça, pour les gens qui sont dans le terrain et qui vont visiter les membres du réseau de distribution, par exemple. Donc, l'étendue du support de mes utilisateurs, qui sont des consommateurs dans l'industrie de l'assurance, on voit que ça frappe quand même assez haut. Je pourrais dire que pour les exécutifs et les opérateurs, on frappe 100%. Les analystes, il faut qu'ils sortent un peu il faut qu'ils sortent un peu de l'environnement quand ils vont faire des choses, par exemple, dans Excel, où ils vont programmer d'autres choses plus sophistiquées en R, en Python, des visualisations spécialisées. Oui, ça c'est vrai. Au niveau des actuaires, c'est un petit peu moins, mais il y a une tendance forte au niveau des groupes d'actuariat. Puis je peux remplacer le mot actuariat par des groupes qui font de la science des données. Ces gens-là, généralement, n'opèrent pas dans un seul paradigme parce qu'on utilise plusieurs choses dans nos boîtes à outils, incluant de la programmation en Python, en R, incluant des visualisations des D3JS. En utilisant plusieurs différents genres d'outils, là, on peut arriver à fabriquer puis à visualiser nos modèles, par exemple, d'apprentissage. Alors là, je vais changer un peu du sujet. Je vais parler de l'architecture de la solution. J'aime beaucoup l'image que j'ai créée. J'espère que vous l'aimez aussi parce que dans le fond, Power BI, dans le nuage, c'est un petit brouillard sur le dessus. Là. Il y a un vaste nuage en dessous. Donc, il faut absolument s'inquiéter de ça. Lorsqu'on est gestionnaire de produits puis on migre une application de calibre entreprise, il faut s'en inquiéter. C'est sûr que si on déploie Power BI de façon départementale ou un simple usager, il y a des gens qui téléchargent l'application puis ils connectent ça sur Excel puis ils font ce qu'il y a à faire puis ça fait le travail amplement. Mais quand on parle de migrer une application d'entreprise, là, il faut se soucier d'autres choses. Il faut se soucier de ce qu'il y a en dessous du nuage. Donc, il y a énormément d'options pour déployer Power BI avec ou sans Azure, donc on-premise. Donc, je vais utiliser le mot on-premise, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors, c'est soit on est on-premise, les serveurs, on les maintient nous-mêmes, ou maintenant, on utilise les services infonuagiques. Donc, je vais vous montrer une série d'images, puis on ne passera pas du temps sur chacune de ces images-là parce que ça serait trop long. Mais juste pour donner quelques exemples d'architecture technique. Bon, dans ce cas-là, vous pourrez retrouver ça sur le web relativement facilement. Mais dans ce cas-là, on voit que, bon, il y a des données sources qui proviennent d'applications software as a service, comme Salesforce, par exemple. Ça peut être Microsoft Dynamics, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, c'est des données qui sont dans le nuage, puis qu'on veut ramener dans nos environnements pour faire de l'analyse. On peut avoir des systèmes qui proviennent d'Azure comme tel. Hein. On peut avoir mis des choses dans SQL Database
Database ou dans SQL Data Warehouse ou sous HD Insight. On peut utiliser des analyses de données en continu avec des streaming services. Donc, ça, c'est une autre place d'où les données peuvent provenir. Ou ça peut être des données qui sont directement en place dans des bases de données SQL ou d'autres. Ça peut venir de Cube Analytics, toutes sortes de choses. Puis on peut déployer ça aussi à travers un furteur, on peut le déployer sur le mobile, on peut utiliser des tableaux de bord embarqués, on peut utiliser des tableaux de bord aussi en temps réel. Donc, il y a toutes sortes de considérations. Un autre exemple ici, où est-ce qu'on voit qu'on utilise des applications d'analyse prédictive, on utilise de l'apprentissage machine, il y a des belles applications dans Azure pour pouvoir faire ça relativement facilement. Encore là, il faut faire attention, il faut que ce soit des scientifiques de données qui utilisent ces choses-là à bon escient. Ça fait partie d'une collection d'outils qu'ils peuvent utiliser. Mais le point que je veux faire, c'est que bon, la source de Power BI elle peut même être des analyses qui proviennent de ces environnements-là, ou ça provient des environnements IoT en utilisant des queues d'événements, des systèmes d'acquisition de données en temps réel, etc. Un autre exemple, c'est qu'on peut utiliser Power BI en mode imbriqué. Nous, la plateforme de laquelle on provenait, on avait embarqué l'application, si on veut, ou imbriqué l'application de façon bidirectionnelle, c'est-à-dire que l'application peut questionner les métadonnées de Power BI pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'interface, ou ça peut être le contraire. Donc, Power BI, c'est quand même intéressant parce qu'on a un produit ou une option qui s'appelle Power BI Embedded, en français, Power BI embarqué. Donc, on peut embarquer les fonctionnalités de Power BI directement dans notre propre portail. Donc, si on a développé un portail applicatif qui n'est pas nécessairement analytique, ça peut être un portail d'application de mission dans lequel on veut présenter des informations analytiques puis laisser les usagers pouvoir, par exemple, manipuler les données de façon analytique, donc forer, filtrer, etc. On peut le faire avec Power BI Embedded. C'est intéressant parce que je vais vous montrer un petit exemple. Là, je pense que j'ai ça ici, peut-être. Ouais, c'est ça, un petit exemple. Parce que, bon, nous, on a une application pour transporter les données d'un comptoir de données vers des applications externes pour pouvoir faire de la tarification de produits. Ben, c'est intéressant. Avec Power BI Embedded, ce qu'on peut faire, c'est on peut commencer à capturer les conditions de filtrage qui existent dans Power BI pour faire d'autres choses avec. Donc, on peut générer des données, on peut, comme par exemple, ici, je filtre 2 éléments, j'en filtre un troisième, puis là, je pourrais, dans les l'API de Power BI, capturer l'état des filtres, puis avec, fort de cette connaissance-là, ben, mon application peut aller faire d'autres choses avec ces filtres-là. Donc, ça, c'est une autre considération de migration. Vous partez de où, là? Est-ce que vous devez embarquer des visualisations dans une application ou vous devez intégrer les conditions de visualisation dans l'application? Alors, c'est des choses qui se font. C'est quand même un peu compliqué, je dois avouer, là, mais ça se fait quand même bien dans Power BI. Un autre point à considérer d'un point de vue de migration, c'est tout ce qui est authentification, parce qu'on utilise beaucoup ce qu'on appelle le Row Level Security, ou la sécurité par rangée. Donc, l'habileté, par exemple, pour quelqu'un de voir ses propres données, mais que le voisin qui fait la même chose ne voit pas mes données. Donc, moi, je suis un courtier ou un agent. Je veux voir ma production à moi, mais je ne devrais pas être capable de voir la production de l'agent d'à côté. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a tout un enjeu autour de l'authentification, l'intégration des AD ou des Active Directories, surtout dans une solution, je dirais, SaaS, multilocataire. Donc, ça, c'est un enjeu là, de migration. Qu'est-ce que je fais avec les AD? Est-ce que ça me prend des AD globaux? Est-ce que j'utilise maintenant le AD d'Azure? On utilise peut-être Office 365, donc il y a des considérations d'authentification là-dedans aussi. On veut évidemment essayer de diminuer au maximum les étapes d'authentification qu'un usager doit
prendre. Donc, tout ça pour dire que c'est un enjeu important dans l'immigration. Il faut, puis je dois vous avouer que c'est un petit peu compliqué, mais on a tous les outils, les bonnes combinaisons d'outils pour pouvoir le faire. Alors, ça, c'est une espèce de fourre-tout qui montre qu'on a d'autres genres de façons d'intégrer les données. Même chose ici, là, c'est un mode un peu plus, je dirais, on-premise qu'on voit ici. Mais tout ça pour dire que les options, il y en a tout un tas. Donc, c'est important, c'est un enjeu important dans une migration d'une application de calibre entreprise. Maintenant, d'un point de vue d'un gestionnaire de produits, ben, il faut quand même en faire une liste. C'est quoi les besoins qu'on a? Ben, et c'est sûr que dans notre cas, il faut recueillir des transactions puis des changements dimensionnels à partir de plusieurs systèmes de mission. Donc, on a un enjeu d'intégration de plusieurs sources de données différentes. On a du forage profond des transactions historiques. Là. Tantôt, je parlais de mon usager là, qui fait juste télécharger Power BI, puis il met ça sur Excel, puis il fait des choses, c'est une chose. Ça, c'est une chose, mais vraiment, application qualité d'entreprise, on va généralement avoir beaucoup, beaucoup de données, donc on veut pouvoir en faire un forage profond pour pouvoir bien les exploiter. Donc, c'est un enjeu, ça. La fréquence est généralement quotidienne, donc il faut avoir des capacités dans l'architecture de traiter les données rapidement. Si on veut storer nos données dans une structure de storage permanente, le point numéro 6, là, ben ça, il faut être capable de le faire généralement rapidement. Souvent, on a des systèmes de mission qui fonctionnent au quotidien, puis les transactions sont seulement disponibles à la fin de la journée, puis on a toute une espèce de fenêtre de traitement là, dans laquelle il faut être capable de rentrer, là, si on veut. Donc, ça prend quand même une habileté de storer des grosses données, rapidement. On doit avoir une structure de stockage permanente, puis j'ai utilisé le mot, je fais exprès pour utiliser ce mot-là. Je ne dis pas data warehouse, je ne dis pas data vault, je ne dis pas data lake, puis je ne dis pas data mart, je ne dis rien de ça. Je dis que ça prend quelque chose. Il faut savoir c'est quoi, mais ce qui est intéressant dans Microsoft, avec l'architecture de Microsoft, c'est que tout ça est là pour le faire. On peut storer dans des blobs, on peut storer dans des lakes, on peut storer dans des warehouses qui sont énormes, puis on peut augmenter la performance quand on en a besoin. Hein, parce que la solution, elle ne peut pas nécessairement être dimensionnée pour des exigences de pointe. Ça, traditionnellement, dans des grandes applications, ben là, c'est un enjeu, ça, parce qu'on veut pouvoir rouler certaines analytiques qui prennent une grande performance de nos engins de traitement de données ou des engins de traitement analytiques, mais c'est un peu difficile de justifier un budget, par exemple, hardware, qui va nous permettre de rouler ces rapports-là, puis quand 90% du temps, ben, on utilise seulement 10% de la performance. Donc, c'est sûr qu'avec une architecture infonuagique, on a juste à mettre en bon français le volume à 11, puis on va être capable de rouler les analytiques qu'on a besoin de rouler avec les résultats qu'on va obtenir. Puis après ça, ben, on diminue, si on veut, l'échelonnage de performance. Ça, c'est la beauté de l'infonuagique. C'est vraiment la beauté de l'infonuagique. J'ai certains clients, moi, qui peuvent faire des analytiques maintenant qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce que ça ne roulait jamais. Les scientifiques de données qui roulent des grands modèles avec plusieurs étages neuronaux, ça prend beaucoup, beaucoup de performance. Puis on augmente la performance, on roule les modèles, on fait l'apprentissage, puis on met le volume à 1. Ça, c'est pas mal intéressant pour ça. Puis évidemment, on doit permettre l'intégration de mégadonnées dans l'industrie de l'assurance, puis même dans d'autres industries manufacturières, par exemple, l'utilisation des mégadonnées de plus en plus brutes, ben, ça requiert des infrastructures importantes puis des analytiques capables de les interpréter. Donc, nous, dans notre application, à un premier niveau, ben, on a, je dirais, une solution pour plusieurs assureurs qu'on pourrait appeler le BI traditionnel. Donc, notre solution, on va chercher effectivement des données de plusieurs systèmes différents de mission, ou ça peut être des systèmes qui sont disponibles, des systèmes commerciaux.
On utilise dans Azure des storage blobs pour stocker nos données. Puis on utilise SQL Database pour les plus petits environnements en utilisant des outils d'intégration comme SSIS, par exemple. On va utiliser ADF dans certains cas. Puis on utilise aussi des cubes analytiques pour une question de performance, une question de centralisation des informations, des métadonnées applicatives. Puis on peut déployer ça évidemment sur le service, comme je vous l'ai montré tantôt, ou on peut déployer ça on-premise. Il y a des cas un peu plus sophistiqués où est-ce qu'on a besoin de préparer les données, de faire du data engineering, qu'on appelle l'ingénierie des données, pour subvenir au modèle prédictif, par exemple, au modèle d'apprentissage. Ben là, on peut utiliser d'autres genres d'applications. Hein? Donc, Jupyter, programmation en Python, en R. On va utiliser des plus grandes bases de données, comme par exemple SQL Data Warehouse. On va utiliser le Data Lake pour stocker plusieurs informations rapidement. On va utiliser des méthodologies je dirais, de schema on read, où est-ce qu'on fabrique le schéma à même les données. Donc, il y a plusieurs genres. Ce qui est intéressant à voir, c'est que toutes ces options-là sont disponibles dans le nuage de Microsoft. Alors, en termes de leçons apprises, ben, moi, en tant que gestionnaire de produits, je peux dire qu'en tant que plateforme de reporting puis de tableau de bord, ben, Power BI, ça prend en charge la vaste majorité des besoins qu'on retrouve en assurance. L'actuariat est un peu l'exception, mais encore là, j'aimerais remplacer le mot actuariat par scientiste de données, donc dans vos propres industries, que ce soit en commerce de détail, où il y a quand même beaucoup de données, en télécom, il y a beaucoup de données, en gestion manufacturière, il y a beaucoup de données, ben, c'est la même chose. On va utiliser une boîte à outils qui va sortir un peu de Power BI, mais on peut quand même les intégrer. Une tendance, c'est d'utiliser Power BI pour visualiser les données, pour les filtrer. Hein. Donc, on peut identifier avec ce qu'on appelle des scatter plots, par exemple, on peut identifier des outliers facilement, puis on peut se concentrer après ça. Donc, on visualise les données avant. Et après ça, ça nous permet de se concentrer sur des régions de nos données là, qui sont peut-être plus problématiques ou même qui peuvent peut-être nous apporter une différence compétitive intéressante. Je pense que c'est raisonnable de s'attendre à un niveau de réception de la part des usagers quand même élevé. C'est un outil qui est convivial, c'est facile à utiliser, donc je pense que le niveau de réception est élevé, puis c'est quand même un fournisseur, là je parle de Microsoft, là, qui a quand même une très bonne réputation pour les applications d'échelle entreprise. Puis le déploiement, il peut être rapide et simple. Je reviens encore avec mon monsieur là, qui télécharge l'application et qui connecte ça sur Excel, c'est une chose. Toutefois, une application de production, il y a beaucoup de composants à considérer, surtout quand on parle d'agrandir ça à l'échelle d'entreprise puis d'avoir beaucoup de données. Puis il y a beaucoup d'options d'architecture à considérer. Donc, il faut naviguer à travers tout ça. Ce n'est pas nécessairement facile. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que il faut, en conclusion, en fait, atteindre un équilibre qui est un peu subtil entre les besoins actuels des consommateurs, l'environnement d'exploitation, l'info nuagique, puis ses options. Puis ça, je vais dire quelque chose ici, là, les nouvelles versions incessantes de Microsoft, ça n'arrête pas. Hein? Ils sont dans un mode de développement agile, surtout au niveau Power BI. Donc, on sort une nouvelle version à tous les 30, 60 jours et des features. On peut même nous-mêmes soumettre des demandes pour ajouter de la fonctionnalité. Ils priorisent tout ça. Et puis, ils nous sortent des nouvelles versions tout le temps. Alors que quand on est un gestionnaire de produits, à un moment donné, il faut tracer une ligne et dire, OK, moi, je ne veux pas évoluer aussi vite que Microsoft évolue. Donc, on trace une ligne à quelque part, puis on dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça, il faut atteindre une espèce d'équilibre là-dedans. Il faut atteindre aussi une approche de croissance, je dirais, qui est contrôlée. Ça, c'est traditionnellement dans le BI, parce que disons que les façons de présenter l'information n'est pas statique comme dans une application opérationnelle où est-ce qu'on va on fait de l'acquisition de données où on suit des workflows, des séquences de travail fixes.
c'est pas vrai dans le BI. Là. Le BI, on peut faire un forage, un drill, un export, on peut changer des visualisations. Donc, d'un point de vue comme d'une solution commerciale, ben là, ça peut augmenter les coûts du support si on laisse les gens faire n'importe quoi, par n'importe quoi, n'importe quand. Donc, on utilise beaucoup là, de content pack là, pour limiter les erreurs de reporting. Les content packs nous permettent de filtrer les données, mais pas nécessairement de créer des nouvelles visualisations. On utilise une couche analytique. Je dirais ça aussi, je dirais c'est un peu problématique, à mon humble avis, avec l'architecture de Microsoft, parce que oui, on peut créer des cubes, tout ça, mais il manque, à mon humble avis, c'est une discussion qu'on pourrait avoir à l'extérieur, là, il manque une couche pour contrôler ces choses-là de façon centralisée. Donc, si on part avec Power BI, puis on utilise un certain type de modélisation, on fait des calculs de mesures, ben, on peut proliférer ça sans en avoir le contrôle, puis c'est facile de faire la prolifération. Donc, il faut faire attention. Utilisation des Role Level Security, dont j'ai parlé tantôt, puis finalement des tableaux de bord qui sont denses puis dynamiques. Un peu comme celui-ci, par exemple, où est-ce qu'on a un tableau de bord qui peut, avec des visualisations de base, mais on peut changer le contenu de ces tableaux de bord-là en sélectionnant les mesures qu'on veut voir, puis ces mesures-là vont être présentées dans les différentes visualisations. Donc, au lieu d'avoir 20 rapports différents, ben, on n'a seulement qu'un seul avec un menu déroulant pour nous présenter une option de mesure qu'on voudrait bien voir dans le rapport. Donc, encore là, c'est une tendance à la densité plus accrue des tableaux de bord versus en avoir 250, ben, on en a peut-être juste 10, mais qui sont plus denses puis qui contiennent beaucoup d'informations de façon dynamique. Ça ne veut pas nécessairement dire de placer l'information de façon tassée, si on veut, mais au moins d'avoir les facilités pour faire ça. Donc, moi, j'arrive à la fin. Je vais laisser André